Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir un amoureux des mots et des histoires. Alors on est amis de longue date puisqu'on a fait nos études secondaires ensemble et on continue à se suivre de loin en loin et nous voir physiquement quand on le peut. Alors noyonnais, c'est comme ça qu'on dit, c'est un palindrome comme tu viens de me le dire, de naissance et parisien d'adoption. Il a choisi bien longtemps avant le Covid de s'expatrier de la ville lumière pour choisir les beautés de la Loire et de la campagne. C'est en effet en 2010, à l'âge de 33 ans, qu'il fait avec sa femme un choix de vie atypique. Il quitte la grande entreprise pour laquelle il travaillait alors, boucle ses valises et s'installe à Rougeot pour ensuite créer Plume d'éléphant, une société qui s'occupe de rédiger pour des individus un livre sur l'histoire de leur famille, écrit par un biographe attitré, et tu vas nous en parler, j'espère, en détail. Alors, forcément, d'un éléphant de la savane zambienne à un éléphant de la campagne ligérienne, il n'y a qu'un pas, ou plutôt une plume. J'ai donc le plaisir d'accueillir Stanislas. Bonjour Stan. Salut Raph. Alors, pour ceux qui vont te découvrir, soit à l'audio, soit en vidéo, je ne sais pas selon la formule que vous choisirez, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors j'ai 47 ans depuis quelques jours. Je suis marié, j'ai trois enfants qui ont 15, 13 et 9 ans. Effectivement, j'habite dans le Loir-et-Cher, en Sologne, donc à 200 km de Paris, dans une vieille maison. Et je m'occupe à plein temps de Plume d'éléphant, qui est donc, comme tu le disais, une société qui permet à ceux qui le souhaitent de transmettre leur histoire, leur parcours, l'histoire de leur famille, leurs valeurs, au travers d'un petit livre qu'on partage au sein de la famille et puis dans le petit réseau proche d'amis, de relations, etc. Voilà ce que Alors, je fais. je te remercie pour cette introduction concise mais précise. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ton histoire, bon, il y a plein de choses qui me touchent beaucoup dans ton histoire et on va parler de ton histoire, mais notamment dans Plume d'éléphant, c'est cette histoire de la transmission, d'écrire des histoires pour des gens, pour que des histoires de famille ne se perdent pas d'une génération à l'autre, etc. Et donc, c'est vraiment, je pense, ce dont on va parler, entre autres, aujourd'hui. Mais Ok. peut-être tu peux nous dire si tu as toujours fait ça. J'ai un peu dit en intro, j'ai un peu vendu la mèche en intro que tu n'avais pas toujours fait ça, mais peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu en es arrivé là et si ce changement de cap il s'est produit étape par étape ou d'un coup, si ça te ramène depuis longtemps dans ton cerveau, etc. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ce serait super. Ouais, avec plaisir. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, on s'est connus, toi et moi, en faisant nos études, en l'occurrence en école de commerce à l'ESSEC. Et à la sortie de l'ESSEC, en 2000, moi, j'ai suivi j'allais dire le troupeau, disons plutôt le courant, c'est moins péjoratif. J'ai suivi le courant et j'ai commencé à travailler en marketing dans le genre d'entreprise où tout le monde veut aller à la sortie de ce type d'études pour y faire un métier de chef de produit. Et la fascination n'a pas duré très longtemps pour ce métier et pour la manière dont on y travaillait. Et assez vite, en fait, j'ai commencé à me poser des questions, entouré par des copains qui étaient eux aussi un peu dans ce doute, qui faisaient de la musique et qui n'avaient pas forcément envie d'une carrière linéaire dans une grosse boîte, avec tout ce que ça pouvait supposer. Et donc, ça a été une première alerte. Donc, après 3 ans dans ma première entreprise qui s'appelait L'Oréal, j'ai démissionné pour faire de la musique, pour écrire un petit peu. Et puis, comme ça n'a pas vraiment nourri son homme, je suis revenu dans d'autres métiers marketing ensuite. Mais en gros, toute cette période d'hésitation, de doute, de recherche a duré une dizaine d'années. Et en 2010, donc vraiment 10 ans après avoir commencé ma vie professionnelle, j'avais compris que je n'étais pas fait pour les grandes entreprises, pas forcément non plus pour le salariat. J'avais rencontré Amélie, qui est ma femme et la mère de nos trois enfants, et qui, elle, était ethnologue de formation, qui passait son temps, quand c'était possible, à aller à la rencontre de populations très différentes de celles qu'on peut rencontrer à Paris, pour aller vivre leur vie, les comprendre et capter l'authenticité de cette vie différente en filmant, en prenant des photos, en écrivant. Et il se trouve que c'est à peu près à ce moment-là aussi que Amélie et moi avons eu notre premier enfant, Apolline, qui est née en 2008. Et donc, le fait de ne pas vouloir être salarié, de vouloir créer ma boîte, cette idée de l'ethnologie, de la rencontre avec les autres, et le fait de devenir père, moi, donc de plus être le dernier maillon de la chaîne, mais d'être un des transmetteurs,
un de ceux qui doivent raconter l'histoire, qui doivent expliquer d'où ils viennent à ceux qui suivent et leur inculquer une histoire, peut-être des valeurs, peut-être une vision du monde propre enfin voilà, on est tous un peu déterminés par ça. Voilà. J'ai compris en tout cas que c'était ça qui m'intéressait et en agglomérant des compétences que j'avais acquises dans différentes expériences professionnelles et peut-être quelques qualités personnelles d'adaptation, de curiosité, qui me venaient peut-être également de mon parcours de fils de militaire, qui faisait qu'on avait tout le temps déménagé quand j'étais enfant et que je devais toujours m'adapter à un nouveau milieu, une nouvelle ville, un nouveau collège, etc. Ben voilà, ça pousse forcément à la curiosité, à une certaine souplesse. Et voilà. Et donc j'ai mis tout ça dans un shaker, j'ai secoué et ça a donné Plume d'éléphant en 2010. Alors, j'aime bien comme tu dis, j'ai mis tout ça dans un shaker, j'ai secoué. J'imagine que ça n'a pas été aussi simple que ça. Parce que pour moi, ce que tu as fait un petit peu, c'est une démarche que j'adore faire avec les personnes que j'accompagne. C'est la démarche d'Ikigai, qui est de trouver sa mission, sa raison d'être, en trouvant en fait ce qui est le noyau dur entre tes compétences, tes passions, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi le monde est prêt à te payer, etc. Alors, j'imagine que ce n'est pas juste un petit shaker de 5 minutes qui t'a permis d'avoir Plume d'éléphant. Quelles sont peut-être les composantes justement de ta mission, entre ta passion, tes compétences, etc., qui t'a permis de te dire, bah tiens, ça va être Plume d'éléphant et je vais raconter les histoires d'autres personnes. Bah, alors évidemment, ça n'a pas pris 5 minutes, mais en réalité, à partir du moment où j'ai eu l'idée de me lancer dans quelque chose comme ça, tout s'est articulé très vite. Mais j'imagine qu'en réalité, c'était en maturation depuis hyper longtemps. Peut-être de manière inconsciente. J'avais certainement dans ces années un peu d'expérience professionnelle, vraiment expérience au sens expérimentation à Paris. J'avais certainement acquis la conviction qu'on n'était pas qu'une seule compétence, qu'on n'était pas un seul métier et que si on se retrouvait à un moment ou à un autre dans un job, c'était un peu le fait du hasard aussi. Il y avait pas mal d'éléments de circonstances, d'opportunités, de choses comme ça, et qu'en fait, on ne pouvait pas se laisser définir que par ça. Et j'ai toujours été persuadé que on mettait au service d'une entreprise des compétences qui étaient précisément demandées par cette entreprise, mais qu'on en avait plein d'autres, qu'on mettait soit en silence, soit qu'on exploitait moins, soit qu'on exploitait sans s'en rendre compte, etc. Et donc, cette idée de transfert de compétences, qui n'est pas hyper française, parce on aime bien mettre les gens dans des spécialités, dans des silos et tout, j'en ai toujours été assez convaincu. Et après, ça demande aussi un petit peu de confiance en soi, de se lancer et de se dire, je suis capable d'inventer un métier que j'ai jamais fait et d'aller voir des clients pour leur demander de l'argent, en leur disant, ne vous inquiétez pas, venez me raconter votre vie, j'y arriverai très bien. Donc ça, c'est venu aussi un peu petit à petit. J'ai eu besoin de cobayes, donc de proches qui m'ont fait confiance pour me raconter des histoires, que je les écrive et ensuite me dire ce qu'ils en pensaient. Ma grand-mère a été mon premier cobaye, par exemple. Donc, ça me permettait de faire le lien avec cette vocation, cette envie de transmettre mon histoire familiale à mes enfants. Donc, aujourd'hui, ce texte, ce livre existe et ils peuvent le lire. Euh, et, euh, et voilà. Mais à partir du moment où je voulais plus de cette vie de salarié, de ces boîtes, etc., et que j'ai pensé à la possibilité d'écrire, en particulier dans l'idée de la transmission, En fait, je me suis mis à ne plus penser qu'à ça. À un moment, c'était une obsession, mais qui a duré 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2 jours, en rêvant, en parlant, en posant par écrit, tout le système et toute la manière dont je travaille aujourd'hui, et même presque le nom Plume d'éléphant, j'exagère peut-être un peu, se sont mis en place. Je savais que je voulais un réseau de biographes, une méthodologie, des formules, une offre marketée, quelque chose de lisible, des prix affichés, annoncés, etc. Enfin, tout ça, c'est 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 mis en ficelé. forme, et c'est ficelé assez vite, vraiment. C'est intéressant ce que Mais tu dis parce ensuite, que je pense que c'est très juste. En fait, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, ce processus qui est de maturation. C'est pour ça que moi j'aime bien appeler ça le vide fertile. Il faut toujours laisser le temps au temps. Quand les gens disent je veux changer de vie, je veux changer de métier et tout, en fait, c'est vraiment un processus lent et long. Il faut se laisser le temps. Il ne faut pas vouloir tout changer tout de suite. Et effectivement, il y a une maturation, mais là où je te rejoins tout de suite, c'est qu'il y a
il y a un moment où il y a une étincelle et là, d'un coup, paf, c'est une évidence, ça se met en place. Et c'est parfois un mot que quelqu'un te dit ou un truc que tu lis, et ça peut être le même mot que quelqu'un t'a dit 10 jours avant, un an avant, etc., que tu n'as pas entendu de la même manière, mais d'un coup, il y a tout qui se met en place, c'est un puzzle et effectivement, tout sort très, très vite. Et je te rejoins complètement là-dessus, merci de le préciser, parce que quand on a peur, souvent, justement, de changer, on se dit, on patine, et c'est normal de patiner, en fait. Mais il y a un moment où c'est bien de se lancer et on sent quand c'est le moment de se lancer. Et alors, du coup, c'est quoi les peurs qui te retenaient le plus à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a permis justement de les déjouer? Tu parlais effectivement, il faut avoir de la confiance en soi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont retenu ou qui ont failli te retenir? Ouais, ouais, il y a plein de choses qui retiennent. Faut être honnête. Quand on se lance comme ça, il y a plein de choses qui retiennent. Il y a en premier lieu euh, le doute quant à sa capacité d'autonomie et de responsabilisation. C'est-à-dire que, est-ce que si tu te lances dans ton propre projet, moi c'était un de mes doutes, euh, à la différence d'un métier salarié où tu es cadré, où ton job est défini par une job description, où tu dois faire un certain nombre de choses qui ont déjà été faites avant toi par quelqu'un d'autre, euh, et qui seront faits aussi après toi par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à un moment, tu es capable d'organiser toi-même, et moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très organisé, euh, ton propre planning de travail, tes propres objectifs? Est-ce que tu es capable de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour accélérer? Est-ce que tu es capable de subir à un moment l'absence de choses à faire? Parce que le rythme n'est pas du tout le même quand tu te lances toi-même que quand tu es dans un flow déjà très organisé. Euh, donc il y avait ça c'était la première chose, c'était cette question de l'autonomie. Est-ce que je serais capable de travailler à mon compte? Ce qui veut dire savoir un peu tout faire ou ne savoir rien faire, mais à peu près correctement. Euh, et donc il y avait ça. Il y avait évidemment la question de gagner sa vie avec ce projet, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que ce métier. Dans l'ikigai dont tu parles, il y a ce pourquoi on peut être payé. Et moi, je me suis lancé sans savoir si je pourrais être payé. Et pour diminuer cette angoisse, le fait de quitter Paris, le fait d'aller m'installer en province, à la campagne, dans un endroit où on est moins sollicité pour consommer en permanence, où il y a moins cette idée que tu es dans la ville où tout se passe, dans la fourmilière, tu travailles comme un fou, tu as le nez dans le guidon, mais tu es bien payé pour ça. Et donc, le temps libre dont tu disposes, tu vas pouvoir le mettre à profit pour dépenser ce que tu as péniblement gagné le reste du temps. Et dès lors que tu arrives à te soustraire à cette espèce de logique qui est très discutable, euh, tu diminues tes besoins et donc il est plus aussi nécessaire qu'avant de gagner très bien ou correctement ta vie euh, en réduisant toutes ces contraintes, même dans la création d'entreprise. C'est-à-dire que forcément, créer une entreprise dans le Loir-et-Cher, c'est pas les mêmes contraintes économique que la créer à Paris. Il n'y a pas besoin d'aussi vite payer un gros loyer, des dépenses, des machins, etc., qu'on n'a plus ou moins une fois qu'on s'est extrait de ce système-là. Donc, euh, donc ça, c'était des peurs. Et puis, évidemment, la peur de pas savoir où on va. Enfin, c'est juste ça, c'est l'inconnu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je pense être un peu moins rétif au changement et à l'inconnu que peuvent l'être beaucoup de gens. J'ai pas ce besoin de sécurité, j'ai pas besoin, j'ai pas voilà. Si demain ça s'arrête, s'il faut aller vivre en Zambie, je m'en sens capable, je peux le faire, enfin, et avec ma famille et tout, et on s'adaptera. J'ai pas ce doute-là. Ça me pose pas ça me fait pas faire des cauchemars. Ça, c'est vraiment lié, tu penses, à ton enfance de fils de militaire qui a beaucoup bougé? J'en sais rien, j'ai pas analysé le truc à fond, mais j'imagine quand même un petit peu par rapport à des gens, et on en connaît, qui ont vécu toujours plus ou moins, et c'est pas une critique, dans un univers qui était relativement homogène, qui était relativement charté, voilà, et pavé. Euh, voilà. Donc voilà, moi je suis passé par exemple de Dax à Abu Dhabi à Verdun pendant mon adolescence, collège et lycée. Bon, bah, c'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes modes de vie, c'est évidemment pas la même géographie, ni les mêmes. Voilà. Et ça s'est très bien placé dans ces trois endroits. Et à côtoyer des gens culturellement, socialement,
professionnellement très différents. Et voilà. Et je pense que pour beaucoup de gens, a priori, c'est pas un problème, cette adaptabilité, mais dans les faits, ça peut en être un. Et Ouais, donc, voilà. J'avais cette expérience-là de la diversité et on fait table rase de ce qu'on vient de faire, du jour au lendemain, paf, mes parents nous annoncent qu'on déménage dans tel truc et il faut dire au revoir à tous les copains, il faut jeter un certain nombre de jouets, de vêtements qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai pas de copains de petite enfance, j'ai pas d'habits de quand j'étais petit, j'ai pas de jouets de quand j'étais petit. On a toujours tout fini par donner, tu vois, quand on déménage tous les 2 ou 3 ans, tu es crème. on trimballe pas tout à chaque fois, quoi. Du coup, Donc, ton voilà. détachement matériel à 35 ans, il a peut-être été facilité par cette habitude que tu avais dans l'enfance, j'en sais rien, c'est intéressant que... Ouais, un peu. Et puis, alors là, pour le coup, les militaires, en tout cas, à l'époque, à la génération de mon père, c'est un peu, c'est désintéressé, quoi. L'objectif, c'est défendre la patrie, c'est un idéal, c'est un truc un peu très désuet d'ailleurs, un peu chevaleresque. L'honneur, le truc, et l'argent ne rentre pas du tout en ligne de compte. Donc, on n'en parle pas, c'est presque un peu tabou. En tout cas, c'est un peu sale. C'est pas un objectif, c'est pas une motivation. Et on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc tout ça ensemble, très certainement. Mais j'ai pas interrogé chacun de ces items. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis que c'est des choses qui prennent du temps, qui maturent en secret dans leur coin. Et puis à un moment, tout ça paraît évident, comme quand on fait la rencontre de l'homme ou de la femme de sa vie. Tout à coup, on se dit, mais voilà, c'est ce que sans le savoir, c'est ce que j'attendais d'une rencontre. Et je suis prêt à me laisser transformer par cette rencontre. Et alors, ces rencontres avec les personnes que tu accompagnes, enfin, déjà, pardon, avant de parler des rencontres avec les gens que tu accompagnes, je voulais parler de ce que ça t'a apporté, justement, bah, de suivre cet instinct et de sortir de ta zone de confort, d'affronter tes peurs et d'y aller. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact pour toi euh, depuis, ça fait quoi, plus de 10 ans maintenant hein, que tu le fais? Ouais, ça fait 13 ans. Ouais. Euh, Mais en fait, c'est un petit peu comme à chaque fois qu'on se donne même un petit défi et qu'on le relève et qu'on arrive au bout. C'est-à-dire que ça te donne la certitude que c'est possible d'essayer et que c'est pas grave si tu te plantes. C'est pas grave. Au moins, tu as essayé, tu en retires quelque chose. Euh, voilà, donc je pense que c'est ça l'enseignement le plus important. C'est et de se dire que la vie n'est pas rectiligne, qu'il faut se laisser happer par des idées à un moment, même si elles sont pas très bonnes, des opportunités, des occasions. Parce que opportunité, il y a un côté tout de suite très Enfin, business, très argent. Ouais, voilà. Mais, opportuniste. mais ouais, donc alors, en fait, c'est plutôt euh, avoir plutôt une vision des choses OK, pourquoi pas? Donnons sa chance à telle idée, donnons sa chance à telle rencontre, plutôt que de rester figé sur une. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Et après, ça se nourrit de plein d'autres choses. Enfin, je parlais de musique tout à l'heure, le fait de faire de la musique, de répéter des morceaux dans un coin et un jour d'aller les jouer devant un public, bon, bah, on s'expose, on prend un petit risque. Alors, il n'est pas ahurissant, mais ça nourrit le reste. C'est-à-dire que on sait que c'est possible, comme d'aller courir un marathon, de monter en haut d'une montagne. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de faire ça, mais de se dire, je sais que c'est une succession de choses à faire, à préparer pour y parvenir et d'y être parvenu, même peut-être pas jusqu'en haut, peut-être, mais voilà, déjà, la démarche est nourrissante. Et puis, c'est un énorme moteur de confiance en soi parce que tu sais effectivement que bah, tu as appris des choses, tu sais que tu en es capable ou que tu es capable d'aller jusqu'à un certain point, que tu peux te faire confiance, tu découvres des choses sur toi, etc. Et alors, en parlant de montagne, on parle souvent des montagnes de l'entrepreneur hein, parce qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans l'entrepreneuriat. Et c'est drôle que tu aies parlé d'opportunités parce que une des choses qui me fascine dans ta structure depuis le début, c'est qu'en fait, l'idée, elle est restée la même
depuis le moment où tu l'as créé il y a 13 ans à aujourd'hui, l'offre est la même, etc. Alors, comment justement tu gardes la motivation? Comment est-ce que tu l'as fait évoluer? Comment est-ce que la structure a changé? Est-ce que tu t'es entouré de personnes, etc. Parce que c'est assez rare. Alors, en tout cas, moi qui ai un profil multipotentiel, j'ai beaucoup de mal à faire un seul truc et à rester là-dessus, puisque j'ai besoin de faire des trucs, de tester, de faire des nouvelles offres tout le temps. Donc, je suis curieuse de savoir voilà, ce qui te permet, pendant 13 ans, de rester vraiment très solide sur tes appuis, hyper ancré sur ta proposition depuis le début et de le faire évoluer et de traverser les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, parce que j'imagine que ça n'a pas été toujours fluide. Il y a certainement eu des moments où je me suis posé la question d'arrêter tout ça parce que ça marchait pas toujours très bien, parce que j'attendais longtemps le client, parce que je suis pas très à l'aise pour aller démarcher des gens. J'ai jamais, je suis jamais allé voir des amis ou des gens en leur disant tiens, tes parents, tiens, votre histoire mériterait. Enfin, je fais pas ça dans ce sens-là. Je préfère que les gens sachent que ça existe et au moment où ils sont prêts, qu'ils viennent me voir. Donc il y a eu des moments où il n'y avait pas beaucoup de business, c'est vrai. Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un soutien autour de moi. J'ai ma femme, j'ai une famille. Voilà. Donc si on n'est pas soutenu dans ces moments-là, c'est forcément différent. Cette question de la contrainte économique aussi, elle est différente. Il y a des moments où je rapportais pas beaucoup d'argent à la maison et c'est Amélie qui s'en chargeait à ma place. Enfin, voilà, il y a ce genre de trucs à prendre en compte. Tout le monde ne le peut pas, et j'en suis conscient. Donc ça a été une chance, ou en tout cas une possibilité qu'on s'est donnée à deux de continuer comme ça. Et en fait, c'est vrai que l'offre n'a pas bougé, mais chacune des missions que je remplis diffère de la précédente. Ouais. Et c'est un métier qui est en permanence nouveau, parce que c'est un métier de la rencontre avec l'autre, où je dois aller fouiller, creuser, comprendre, découvrir une partie peut-être de l'histoire sociale de notre pays, de l'histoire politique d'un autre pays, d'une histoire culturelle spécifique, etc. Et donc à chaque fois, c'est hyper intéressant, comme, comme un- alors bon, je vais me faire un peu mousser, mais comme un médecin va découvrir des patients avec des histoires et des pathologies différentes, comme un avocat va rencontrer des... Voilà, enfin, alors bon, tout de suite des métiers très statutaires et et très valorisants, mais voilà, c'est simplement ça, moi, le secret de l'intérêt, il est dans ces histoires, C'est dans ces personnes, dans ces et dans cette, rencontres. et dans ce qui s'agglomère petit à petit, et dont je ferai peut-être quelque chose plus tard, je sais pas, mais qui est cette lecture, peut-être compréhension, mais de notre époque, à Mm. travers des récits incarnés de destins hyper différents les uns des autres. C'est un peu comme comprendre la guerre de 14-18 en lisant les lettres des poilus dans les tranchées. C'est pas Mm. du tout la même chose que de se dire que il y a eu 700 000 morts à la bataille à telle bataille, etc. C'est pas du tout la même chose. Une fois que c'est incarné, une fois que c'est personnalisé, une fois que c'est vivant par l'histoire de quelqu'un, ça prend une force énorme, évidemment. Mais tu vois, c'est rigolo parce que tu parles de médecins, etc. Et tu dis, je me fais mousser en comparant à des boulots statutaires. Et en fait, je trouve ça vraiment intéressant que les raconteurs d'histoires, pendant très longtemps, c'était le seul moyen qu'on avait d'avoir de l'information, de transmettre. Enfin, je veux dire, au Moyen-Âge, les personnes qui circulaient d'une ville à l'autre en racontant les histoires, les nouvelles, etc., c'était hyper valorisé. C'était parmi les seules personnes qui pouvaient écrire, parmi les seules personnes qui parlaient bien, etc. Et tu vois, c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand tu disais, j'ai fait de la musique pendant 10 ans, je me suis cherchée, le tampon que la plupart des gens mettraient là-dessus, ce serait saltimbanque, tu vois. Genre, il fait de la musique, il écrit, c'est un peu un saltimbanque. Avec un côté peut-être un peu dénigré. Alors que le saltimbanque, en soi, raconter des histoires, c'est d'une richesse extraordinaire. Justement, c'est faire en sorte que les choses tombent pas dans l'oubli. Tu vois, tu parles des poilus, moi, ça me dresse les poils. Quand je me suis formée à la vidéo documentaire, on devait pratiquer et on était dans une petite ville à côté de Paris et il se trouvait qu'il y avait la famille d'un des derniers poilus
encore vivants qui vivaient dans cette ville. Et on est allé les interroger. Et je te rejoins tellement là-dessus. D'un coup, l'histoire, elle s'incarne. Ce que tu as vu dans des bouquins d'histoire, ça devient quelque chose de vibrant. Moi, j'en ai des souvenirs de cette discussion dans un café près de Paris avec cette femme qui était hyper vibrant, où elle racontait la vie de son père et tout. Elle nous partageait des photos, voilà. Donc, je trouve que raconter l'histoire de notre époque, c'est une mission sublime. Donc, fais-toi mousser, Ouais, non. parce que c'est magnifique. Et alors, bon, j'aimerais que tu nous parles d'histoires peut-être qui t'ont particulièrement marqué. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'une des amies qu'on a en commun l'a fait faire dans sa famille, Agnès. Et ce qu'elle m'a dit, ça m'avait extrêmement touchée. Ce qu'elle disait, en fait, ce projet qui était au départ juste que mes parents racontent leur histoire, euh, et qu'on n'oublie pas, que ça tombe pas dans l'oubli, est devenu un vrai projet de famille qui a rapproché tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis en quête d'histoires, de photos, de machin. Les gens ont commencé à se reparler dans des branches de la famille qui se parlaient plus forcément. On est allé creuser des choses qu'on avait oubliées. Et puis d'un coup, c'est devenu vraiment un projet porté par l'ensemble de la famille. Leurs bouquins, ils ont fini par l'éditer à des dizaines ou des centaines d'exemplaires, je sais plus, parce qu'ils sont nombreux dans la famille. Et je trouve ça génial, justement, ces histoires individuelles qui créent une plus grande histoire. C'est magique. Donc, si tu peux nous raconter peut-être des histoires comme ça qui font que c'est du fuel pour toi depuis 13 ans, parce que je trouve que c'est hyper émouvant. Bah, en fait, euh, ça me fait penser au fait que souvent les gens imaginent que raconter sa vie, c'est un peu sur une to-do list des choses à faire, peut-être la dernière chose, quoi. Donc c'est un truc un peu testamentaire. Tu es arrivé à la fin de ta vie, maintenant il faut la transmettre, il faut la raconter. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que la biographie n'est pas nécessairement un point final. Écrire son histoire, en tout cas, n'est pas nécessairement un point final à sa vie. Ça peut être un point de départ pour des discussions justement intergénérationnelles, pour un rapprochement, un resserrement. Je suis pas sûr. Alors, tu parlais des conteurs, etc. Autrefois, les gens faisaient des veillées tard et ils racontaient les histoires du passé, etc. Moi, j'ai largement conscience, en faisant mon métier, qu'en quelques heures de discussion avec certains de mes clients, j'en sais plus sur eux intimement que leur propre famille, parce Mm. que on se donne le temps. Parce qu'on se donne le temps d'en parler, parce qu'on se donne la possibilité, moi qui suis extérieur à la famille, je me donne la possibilité aussi de poser des questions qui peut-être dérangent, qui gênent, mais parce que j'ai pas d'a priori, c'est pas un jugement. Quand je pose une question sur l'origine, je sais pas, socioculturelle de telle branche de la famille et tout, je pose pas un regard admiratif ou dénigrant. C'est simplement pour essayer de comprendre les niveaux sociaux, l'évolution, etc., la trajectoire. Et peut-être qu'au sein d'une propre famille, si quelqu'un pose cette question, il y a un sous-entendu qui est plus difficile, plus chargé. Moi, c'est pas le cas. Donc j'ai cette espèce de côté extérieur qui est très chouette. Et oui, et c'est un point de départ, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose de joyeux, euh, de nourrissant pour les générations et le partage, que quelque chose de triste, le constat de voilà, c'est fini et voilà, c'est pas un testament, quoi. Donc ça, c'est très important. Ensuite, évidemment, il y a une immense variété de. Moi, je coordonne les biographies que font les biographes de Plume d'éléphant. Donc j'en ai coordonné pas loin de 400 Wow. en 13 ans. Et moi, en direct, j'en ai écrit une centaine depuis 13 ans. Donc, dans cette centaine de personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont tout raconté, dont j'ai écrit l'histoire et tout, il y a une immense variété de profils. Pour certains, d'ailleurs, c'était des histoires difficiles. J'ai aussi recueilli des histoires difficiles parce que ça peut être une forme de thérapie aussi pour des gens de raconter leur histoire, de la mettre, de la poser noir sur blanc, de refermer la page et de se dire, voilà, j'ai mis de la distance en racontant voilà. Mais moi, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, je suis pas confesseur non plus, je suis pas un curé, je suis pas, voilà. Donc, je suis pas là pour leur dire, maintenant vous irez mieux. Je suis là pour dire, vous avez voulu le faire, c'est fait. Donc, vous avez écrit votre histoire et d'autres gens peuvent la lire et la découvrir et s'en inspirer peut-être. Et, euh, et voilà. Et dans cette variété, il y a forcément des parcours qui m'ont plus touché que d'autres. Ça peut être lié à la personnalité des gens. Moi, j'ai toujours une petite préférence. Alors, je rencontre des gens très âgés. J'ai eu un client cette année qui avait 102 ans, qui est un monsieur fabuleux. Euh, et j'ai toujours une petite préférence quand je sens
que les portes sont restées ouvertes entre les différentes strates de vie. J'adore les gens de 90 ans qui reconnectent tout de suite avec l'adolescent ou l'enfant qu'ils ont été. J'adore l'œil qui brille à l'évocation des bêtises de l'enfance, des jeux, des anciennes amoureuses ou des anciens amoureux et tout. Voilà, un monsieur de 90 ans qui me racontait sa vie sentimentale entre 17 et 20 ans avant de rencontrer sa femme et qui raconte une aventure avec une jeune femme à l'époque et qui finit en disant elle m'a brisé le cœur, cette salope. Je trouvais ça incroyable parce que, enfin, c'est, Mais tu il dis parlait d'une. 85 ans plus tard, c'est encore aussi. C'est, ouais. Mais voilà, c'est hyper touchant, forcément. Euh, et, euh, et voilà, et c'est pas un misogyne, voilà, c'est simplement que en re-racontant cette histoire, il revivait directement. Et je pense que c'est quand même un des secrets de, c'est un des secrets de l'existence, de garder un peu ouvertes ces portes et de pas être uniquement à un moment le- l'homme ou la femme très sérieux, le monsieur, la dame, le machin et tout, le titre, le truc. C'est voilà. Donc, je pourrais raconter plein d'anecdotes de plein de Ouais, gens ouais. différents et tout. Je pense pas que ce soit l'objectif, Non, non, mais en mais tout cas, cette rencontre avec des gens, ces rencontres avec des gens hyper différents, ça nourrit ça et aussi une certaine compréhension de là où on en est aujourd'hui, quoi. Parce que cette possibilité de se mettre un peu à la place des autres, de lire leur histoire, et enfin, tout le monde l'a pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'empathie en réalité, que beaucoup de gens confondent avec la compassion ou avec. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. L'empathie, c'est vraiment la capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre sa vision du monde. c'est Euh, hyper juste ce que tu dis là. J'entendais une conférence hier et qui m'a fait un effet waouh, parce que vraiment, c'est vrai que la plupart des gens se disent l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et on s'arrête là. Alors que l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et de comprendre que son point de vue peut être différent du tien. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on est capable de se comprendre et de pas commencer à se monter le bourrichon sur l'autre est différent, machin, la peur de l'autre, etc. Et vraiment, si on a cette capacité de comprendre que l'autre peut avoir un point de vue différent du sien et que c'est OK, c'est la vraie empathie. Ah, je te remercie pour ça. Merci, merci, Stan. je t'en prie. Et c'est même de dire que moi, ça m'arrive tout le temps, que si j'avais eu la même histoire que cette personne-là, je penserais la même chose qu'elle sur le monde qui m'entoure. Je penserais la même chose, que la manière dont j'ai une opinion sur le monde, sur la politique, sur la religion, sur la société, peu importe, est énormément influencée par mon berceau familial, culturel, voilà, mon époque et l'histoire que j'ai traversée. On n'est pas des purs esprits qui se. Enfin, voilà, on se forge pas une idée comme ça, Oui, mais géniale. c'est l'histoire que tu as traversée, mais c'est aussi l'histoire que tu te racontes au travers de l'histoire que tu traverses. Parce que Exactement. une personne qui va vivre la même histoire que toi, avec son background très individuel, va avoir une lecture de la même situation très différente de la tienne. Et donc, c'est en ça Complètement. qu'effectivement, l'empathie te permet de comprendre ça, qu'en fait, tout ça dépend de tout ce qui dépend de nous. Donc, effectivement, quand tu interviews quelqu'un et que tu dis, bah, peut-être que j'aurais la même lecture du monde si j'avais eu la même vie que lui, ouais, c'est exactement ça. C'est ne pas perdre de vue le fait que chacun a une lecture du monde, des circonstances d'un instant donné, liée à sa propre histoire et qu'on peut pas, on pourra jamais imaginer se mettre à la place de l'autre. C'est pas pensable et c'est pas souhaitable non plus complètement. On pourra jamais réagir de la même manière que lui. On pourra jamais avoir les mêmes ressentis. Et tu vois, pour boucler un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur mon propre parcours, la vision du monde de l'entreprise et tout, je rencontre pas mal de gens qui sont nés dans les années 30 ou 40 et qui sont de cette génération qui, en arrivant sur le marché du travail dans les années 60, ont bénéficié d'un élan ascendant extraordinaire et donc se sont élevés dans la hiérarchie sociale, dans la pyramide sociale, etc., l'ascenseur social. Et pour beaucoup, sont des hommes qui étaient issus d'un milieu donné et qui sont arrivés à un truc supérieur. Euh, en travaillant énormément, en s'investissant énormément et en consacrant leur vie à leur travail. Et beaucoup de ces gens que je vois arriver à 80 ou 90 ans expriment un manque parce qu'ils ont tout donné à ça, à leur métier, euh, aux réunions, des cercles professionnels, des machins comme ça et tout.
et disent, en fait, j'ai pas vu grandir mes enfants, je les connais pas très bien, et cette biographie est l'occasion de retisser ces liens-là, de raconter tout ça, et de leur dire des choses qu'on s'est jamais dites parce que j'étais pas là. Ouais. Moi, c'est un truc qui me, Créer forcément, des qui me ponts, parle. en fait, entre les Mais ouais, générations, du coup. Mm. mais ouais, complètement. Et, c'est, enfin, en tout cas, c'est riche de sens. Et si ça peut permettre ça, en plus du reste, c'est-à-dire en plus de raconter, et on en a tous besoin de savoir un peu d'où on vient, qui étaient nos parents, etc. Enfin, qui était notre famille, savoir d'où on vient pour éclairer la suite, quoi. Euh, Pas pour être nostalgique, pas pour être passéiste ou conservateur. C'est pas du tout ça le but. C'est simplement de se dire, je sais d'où je viens et bon, ça va m'aider à avancer. Ouais, ça me fait enfin, penser à une chose. Je pense que beaucoup de gens se disent j'ai une vie qui est banale, j'ai une vie Mm, qui est ordinaire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille raconter ma vie à un biographe? Ça n'a mm, aucun intérêt. Et je trouve que ce que mm. tu dis, c'est très juste. Un, déjà, on n'a jamais une vie ordinaire. Et deux, en fait, ça permet à d'autres personnes de sa famille, à d'autres générations, de comprendre, d'avoir des clés de lecture, etc. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, tu vois, qui se disent ah bah moi j'ai une vie ordinaire ou mes parents ont une vie ordinaire, est-ce que ce serait pour moi d'aller raconter mon histoire? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à le faire? Parce que tu vois, on est à l'approche de Noël. Moi, je trouve que c'est tellement un beau cadeau de faire ça à ses parents parce que tu leur redonnes la parole, tu leur redonnes de la dignité, tu leur redonnes de l'intérêt, tu mets le focus sur eux, tu dois leur redonner un élan de vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de leur dire, allez-y, faites-le, faites une biographie et tout. Bah, en fait, alors effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une vie extraordinaire, un CV monstrueux ou des réalisations, des succès extraordinaires pour raconter son histoire. Euh, euh, à minima, euh, savoir qui était qui, reconnecter le puzzle, décrire les gens, décrire les lieux, les moments de la vie, de l'enfance, d'autrefois, etc. À minima, c'est déjà intéressant. C'est une espèce de plongée dans l'intime, une plongée dans l'histoire personnelle, familiale. Pour les destinataires qui sont eux aussi baignés dans cette atmosphère familiale, c'est hyper intéressant. Et en plus, il se trouve quand même que le siècle qui vient de s'écouler a été incroyablement riche en transformation. C'est-à-dire que quel que soit le milieu social et culturel d'origine, globalement, les gens étaient un peu dans, sur des choses assez rectilignes. On était paysans, on était ouvriers, on était bourgeois, on était aristocrates, on était militaires, on était je sais pas quoi. Donc c'était un peu figé comme ça. On venait de telle région, on faisait tel métier, on épousait des gens de tel village juste à côté ou de telle ville tout au plus. Voilà. Et après les années 50 ou 60, ce truc a volé en éclats avec des trajectoires qui sont parties dans tous les sens, des gens qui sont allés plus loin, qui ont rencontré des destins différents des leurs et qui ont forgé une suite. Et donc, il y a très très souvent quand même ces espèces d'histoires qui sont comme ça, là, hyper rectilignes, tout à coup, tu as une cassure, ou en tout cas une bifurcation, et les témoins de ces bifurcations, sinon les acteurs, sont ces gens qu'on interroge. C'est eux qui disent, voilà le quotidien de mes grands-parents et de mes parents, et voilà celui de mes petits-enfants, et il y a un univers entre les deux, quoi. Donc raconter cette Intéressant. trajectoire-là, Mm. ça ne peut pas être inintéressant. Non, bien sûr que non. Ça ne peut pas. Une histoire, quelle qu'elle soit, elle est intéressante. Et c'est rigolo parce que ma baseline, c'est oser l'extra dans l'ordinaire. Et moi, je dis toujours une vie extraordinaire, elle est aussi extra que ordinaire. Et c'est une vie extraordinaire, elle consiste justement avant tout à être capable d'apprécier l'extra dans ta vie ordinaire. Alors, du coup, toi, comment est-ce que tu apprécies l'extra dans ton ordinaire? Ou comment tu vis ta vie extraordinaire? Moi, je sais pas, moi, d'abord, je pense que en ayant mis ça, en ayant créé ma vie autour de ça maintenant, euh, je, enfin, Amélie et moi, c'est nous qui faisons notre vie. C'est-à-dire que demain, si on travaille pas, si pendant 5 jours ou 10 jours on travaille pas, après, voilà, le truc tombe. Donc, on doit tout le temps pédaler là-dedans. On doit toujours faire avancer euh, ce système-là. Donc, ça veut dire que on est vraiment en train d'écrire
ensemble notre propre histoire, nous-mêmes. Elle est pas liée à quelque chose d'autre qui nous dépasse et dans lequel on pourrait être un peu interchangeable, on pourrait être. Donc moi, j'ai déjà ce sentiment-là. Donc l'extra dans l'ordinaire, c'est d'être acteur de ma propre vie, euh, de alors évidemment, je subis des influences, évidemment, je ne suis pas libre de tout le temps, évidemment, mais je ne crois pas qu'on le soit. En tout cas, j'ai choisi mes contraintes et, euh, et, et j'ai l'impression voilà, d'être aux commandes de mon existence et que tous les deux, enfin, voilà, on est aux commandes de notre existence. Donc ça me C'est va. vraiment ce dont il s'agit, hein, c'est de reprendre enfin, d'être aux commandes ou de reprendre les commandes quand on sent qu'on subit sa vie. C'est vraiment, moi, c'est tout le propos de ce que je fais dans les accompagnements. C'est vrai que si tu as l'impression de ne pas être aux commandes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu peux être aux commandes sans avoir une absolue liberté, sans avoir créé ta boîte, sans vivre ailleurs, etc. Tu peux, mais vraiment, effectivement, si tu as le sentiment que tu n'es pas aux commandes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut réaligner ça, il faut faire voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Mais effectivement, si t'as pas, enfin, je suis contente de t'entendre dire que tu es aux commandes. Ouais. Ça m'étonne pas beaucoup. Et, et après, je pense qu'il y a aussi un truc qui me semble important, c'est de ne pas vivre les événements euh, sous la contrariété, c'est-à-dire de plutôt accueillir favorablement ce qui se présente et de se dire, tiens, pourquoi pas, tiens, c'est intéressant, ou alors, bon, j'ai pas envie de le faire, mais pas, pas d'aller systématiquement en traînant les pieds ou à reculons dans chacune des petites aventures qui se présentent. Plutôt les prendre avec curiosité, avec envie et, et en essayant d'y voir ce que ça a de positif, en fait. Ouais, mais Euh, ça, c'est quelque chose qui est pas forcément accessible pour les personnes qui sont pas aux commandes de leur vie. Parce que quand t'es pas aux commandes de ta vie, tu es tellement frustré que tu râles, que voilà, tu ronchonnes tout le temps, etc. Donc, je pense que je te rejoins complètement là-dessus. C'est effectivement être capable d'apprécier ce qu'il y a à apprécier dans ce qui se présente, mais c'est pas forcément accessible à tous les moments de ta vie et c'est pas forcément accessible à tous. Et je pense qu'effectivement, tu es capable d'être dans cette posture-là si tu as l'impression d'être à peu près aux commandes. Mais d'ailleurs, je le dis toujours, et c'est drôle parce que ma toute première coach, elle s'appelait Christine Levicki et elle a écrit un livre qui a qui a un très grand succès qui est J'arrête de râler. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Il y a un truc, c'est que si tu râles tout le temps, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, en fait, rien que ça, c'est un indice. C'est qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas nourri. Il faut identifier lequel, etc., etc. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous râlez tout le temps, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, ça vaut peut-être la peine d'aller creuser. Parce que je suis d'accord, évidemment, avec toi, Stan. Il y a plein de trucs à prendre, des contrariétés et des épreuves, etc., que la vie nous envoie. ouais, Sûr. et accepter voilà, de se donner de temps en temps des petits défis qui seront pas faciles au début, qui vont poser des problèmes et qui, une fois un peu résolus ou un peu atteints, euh, te donne cette confiance dont on parlait tout à l'heure, qui te permet d'entrevoir la suite avec un peu plus de sérénité, enfin voilà, et de s'y référer tout le temps, quel qu'il soit. Je parlais de faire un concert, un marathon, enfin voilà, chacun trouve le truc qui est son propre déclic et qui peut lui servir, euh, pas de boussole, mais de rappel. Oui, j'ai fait ça. Eh ben, Ouais. si j'ai fait ça, est-ce que j'y suis arrivé du jour au lendemain à 100% ou est-ce qu'il n'y avait pas quand même des petites étapes à franchir avant d'y parvenir? Et si on commence à entrevoir les choses comme ça, je pense que ça peut aider. Non, c'est très juste. Alors, tu parles de défi. C'est quoi pour toi l'audace, justement? C'est quoi oser? Ou comment oser? C'est quoi ton conseil pour oser? Je sais pas. Euh, voilà, la C'est pas une question question est... facile, mais c'est vrai que l'audace et le fait d'oser, moi, c'est vraiment, je trouve que c'est tellement un moteur parce que c'est tellement un déclencheur, justement, d'énergie positive, de confiance en soi, etc., euh, que j'aime bien et creuser un peu cette question de l'audace. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oser, qu'est-ce que c'est? Ou comment est-ce qu'on peut aider d'autres à oser? Alors, pour moi, l'audace, c'est la capacité à se lancer dans un projet sans tout maîtriser dessus. C'est accepter de ne pas être en contrôle sur tout et accepter euh,
peut-être d'échouer, peut-être d'être moyen ou correct, mais pas excellent, et de pas toujours avoir cette espèce d'exigence nourrie. C'est très bien d'être exigeant vis-à-vis de soi, etc. Mais ça peut brider aussi, ça peut brider l'audace. De pas se supporter en tant que moyen. Si on se supporte pas en tant que moyen, je pense que c'est plus compliqué. Moi, je me supporte très bien en tant La que moyen dans médiocrité. plein de choses. Ah, Ouais, mais j'adore, non, j'adore. Mais non, mais c'est très mais tu juste, t'as vois, raison, t'as raison. Et en fait, la quête de perfection, c'est ce qui paralyse beaucoup de gens, de se dire, bah, je veux être au sommet du panier, je veux être, enfin, je n'y vais que si je suis sûr de réussir à fond la caisse, blablabla. ouais, C'est ce qui nous paralyse. et tu vois, et je pense qu'en particulier, notre formation et la vie en entreprise, avec ce système de notation, d'évaluation, de promotion, de primes, etc., à la performance, ça met les gens dans un système qui est un peu celui-là. Où si tu performes très bien, pouf, t'es augmenté, on te donne une promotion, tu montes, voilà. Mais c'est jamais totalement, ça dépend jamais totalement de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, là c'est bien ce que tu as fait, là c'est pas très bien. La difficulté quand on se lance, et à mon avis c'est un peu ça l'audace aussi, et d'être indépendant, c'est d'être capable euh, de créer sa propre échelle de performance et de se dire, comment est-ce que j'évalue ce que je suis en train de faire? Quels sont les critères, quels sont mes critères de réussite, de performance, de succès, d'échec, etc. Et si c'est toi qui te donnes cette échelle-là, peut-être que tu supportes mieux l'idée d'un échec, d'une médiocrité, ou de quelque chose qui te rend heureux, mais qui vient de toi, qui n'a pas été mis au-dessus de toi par d'autres. C'est pas donner aux autres le pouvoir de la notation, d'une certaine manière. C'est Oui, c'est garder ce ça. pouvoir à l'intérieur. C'est très juste. Merci, Stan. C'est un super moyen de débloquer, je pense, certaines personnes. Alors, je vois l'heure qui tourne. Et dis-moi, est-ce que quand tu étais petit, moi, c'est une question que j'aime bien parce que j'ai du mal à relier avec ça à titre perso, mais est-ce que quand tu étais petit, tu rêvais de faire enfin, il y avait quelque chose en particulier dont tu rêvais tu rêvais de devenir quoi? Tu avais envie d'écrire, par exemple? Ou c'était Non, non? C'était quoi, non. des choses dont tu rêvais quand Alors, tu étais petit? bah, quand j'étais très petit, enfin assez petit, comme mon père est militaire, en plus pilote d'hélicoptère, Waouh! voilà, Ah, mais ça ouais, ferait plaisir à mes enfants, ça. voilà. Donc, et puis enfin, je suis d'une famille de militaires, il y en a partout autour de moi, des officiers, etc. Donc ça tournait pas mal autour de ça, et je pense que c'était un modèle masculin qui était assez posé devant moi. Voilà. Donc il y a certainement un moment où j'ai complètement adhéré à tout ça en me disant, voilà. Mais ça n'a pas duré très 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 longtemps. Et, et ensuite, quand j'ai découvert le théâtre, j'ai fait un peu de théâtre au collège et au lycée, ça m'a passionné. Donc, à un moment, j'ai dû avoir comme rêve ça, d'être acteur pour changer de vie tout le temps, changer de personnage, devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un peu ce que je fais en rencontrant des Bah oui, gens. tu prends la casquette de quelqu'un de nouveau à chaque fois. Ouais, Hum, mais comme quoi, tu vois, il y a toujours un fil conducteur hein, hum, entre les histoires. Alors, je trouve ça très marrant quand même que tu passes du truc où tu as envie d'être militaire, où tu es sur le bon truc bien patriarcal, bien le mec, la testostérone, etc., à une vie aujourd'hui où donc toi, tu es plutôt le poète quand même. On va revenir sur cette histoire de saltimbanque. Je rigole. Non, non, je rigole. Je pousse le bouchon avec ta femme qui est plutôt les mains dans le cambouis, à faire tourner les gîtes, le château, le machin, plutôt en mode la paysanne, tu vois, avec sa fourche, schlac, schlac, etc. J'adore. Donc, comment est-ce que tu passes d'un truc où tu rêves du bon profil typique, bien plein de testostérone, à j'ai une vie qui est fondamentalement assez opposée à ça, et tu réconcilies les deux? Entre les deux, il y a eu les études qu'on a faites en commun et qui, elles aussi, sont pleines de testostérone et de voracité. Et Arca, Ouais, ouais, ouais. Mais aussi de cette espèce d'idée que, euh, euh, enfin, il y a vraiment un truc sur la voracité, sur la consommation même de l'autre, dans les termes qu'on utilisait à l'époque pour parler d'un peu tout, mais notamment des relations entre les filles et les garçons, de trucs comme ça. Et ensuite, dans la vie professionnelle, tel concurrent, tu vas le niquer. Enfin, il y a quand même ce truc qui est yes. omniprésent et qui est très bonhomme, masculin et tout, très.
euh, Testostérone, le bouquin de Luz, je ne sais pas s'il est arrivé en Zambie, mais qui raconte ça. Ouais, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Sur le bonhomme qui se dévirilise petit à petit, quoi. Et ça effraie tout le monde, parce qu'il y a un virus, un virus qui fait tomber le taux de testostérone. Et voilà. Tu Non, deviens le non, je pense. chimel. En fait, c'est devenir le chimel que je pense chaque homme devrait être. Moi, j'en sais rien. À la rigueur, c'est pas mon sujet, tu vois. Bien sûr. Voilà. Mais simplement d'être un tout petit peu moins dans la voracité des rapports avec les autres, un tout petit peu moins dans cette espèce d'idée que soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Enfin, bon, Ouais. il y a sûrement un univers dans lequel c'est vrai, mais j'ai pas tellement envie que ce soit le mien. Ouais. Et puis, on peut très bien en créer un qui n'est pas comme ça. Ah, c'est chouette. Voilà. Merci, Stan. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout sur comment prendre contact avec toi, ou te trouver, etc. Parce que, bon, j'espère que vous l'avez compris, je ne peux que vous encourager à, à faire ce cadeau à quelqu'un de votre famille, que de raconter l'histoire de votre famille au travers d'une biographie. Et puis, une fois de plus, c'est la fin de l'année, l'époque de Noël, tout ça. Donc, ça peut être un bon truc. J'imagine que c'est une époque chargée pour toi. Donc, si tu peux nous dire comment te trouver. Oui, alors mon entreprise s'appelle Plume d'éléphant. Ça n'a rien à voir avec la Zambie, Bah, il y a quand même mais des éléphants en commun. Hein. oui, mais en fait, donc l'idée c'était évidemment la mémoire des éléphants qui est supposée énorme, et donc être celui qui écrit l'histoire qui vient de la mémoire des autres, c'est être la plume des éléphants, quoi. Donc voilà le nom, Plume d'éléphant, plumedéléphant.com. Il y a un site internet qui présente toutes les formules, la manière dont ça se passe, avec des biographes partout répartis sur le territoire. Et donc voilà, en fonction du projet, du budget, voilà, et puis on peut me contacter pour avoir des informations. Comme tu Donc, le c'est en disais tout à l'heure, présentiel, c'est pas à distance, comme tu dis sur non, ton territoire. Est-ce que je ouais, trouve ça ouais. vachement important à notre époque où tout se fait à distance, justement de se dire, bah là, il y a une vraie relation d'humain à humain. Et je pense que quand on raconte une histoire, c'est particulièrement important, surtout pour des personnes âgées. Donc, je trouve Ouais, c'est important de le préciser. et puis c'est intéressant de se retrouver chez les gens. Moi, quand je rencontre quelqu'un, d'être chez Clairement. lui, de voir un intérieur, un aménagement, des souvenirs, des bibelots, des photos, des choses comme ça, des meubles, ça dit quelque chose sur les gens. Donc, on s'imprègne aussi de tout ça au moment de l'écriture pour être au plus proche de celui qui se raconte. À un moment, on prend sa place pour écrire sa vie et la transmettre. Donc, plus on peut s'imprégner de sa vie, de son univers, de sa personnalité, mieux c'est. Donc oui, c'est en face à face. Et il ne faut pas s'inquiéter si on a cette idée pour un de ses proches. Il ne faut pas s'inquiéter si l'idée met du temps à cheminer. C'est pas illogique, c'est pas une démarche simple. Il peut y avoir plein de freins, comme tu le disais, sur ma vie est pas très intéressante, qu'est-ce que je peux raconter. Les gens peuvent ne pas vouloir se confronter à des moments difficiles de leur existence euh, parce que ça leur fait du mal, parce que voilà. Ils peuvent avoir peur d'être jugés par ceux qui liront. Mais je pense que ce sont des peurs qui se dépassent dès lors qu'on perçoit réellement quel est l'objectif de tout ça, qui n'est pas une mise en avant de soi, c'est pas une hagiographie, c'est pas une démarche narcissique, c'est pas une démarche de vantardise, c'est simplement essayer d'expliquer à ceux qui suivent d'où on vient et ce qu'on a fait. Voilà. Génial. Merci, Stan. Tu as peut-être un petit mot à ajouter avant qu'on se quitte ou Bah, je pas? suis ravi de cette discussion avec toi, riche, émouvante. Et, euh, et merci d'avoir pensé que mon histoire pourrait intéresser des gens. Ah non, alors ça, pour moi, c'était une telle évidence parce que je trouve ça tellement beau ce que tu as fait. Je trouve ça tellement beau, cette idée qui t'est venue. Parce que, tu vois, on a parlé d'entrepreneuriat rapidement, mais avoir une idée qui n'est pas quelque chose que plein d'autres personnes font, c'est un peu à double tranchant. Soit tu dis, ben justement, il n'y a pas de marché, ça veut dire qu'il y a aucun intérêt, etc. Soit au contraire, c'est que tu as trouvé une pépite, quelque chose. Alors, il va falloir créer ton univers, le faire vivre et tout, mais il y a quand même quelque chose. Donc, je trouve ça super. Moi, j'ai jamais entendu parler d'autre chose dans ce genre-là. Sinon, enfin voilà, moi, je trouve ça magnifique. Je le dis toujours, moi, la transmission, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut particulièrement, et la transmission transgénérationnelle particulièrement, euh, parce que, parce que je trouve qu'il y a tellement d'histoires qui se perdent.
Tu vois, je parlais de ce poilu au démarrage de notre conversation, mais en fait, il y a vraiment des gens qui meurent et une partie de l'histoire qui s'éteint avec eux. Et on passe tellement de temps sur Internet, on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux et on passe finalement pas assez de temps avec des personnes autour de nous. Je trouve que avoir l'occasion de donner la parole, etc., c'est superbe. Donc bravo, bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Et je te souhaite encore 13 ans au moins de bonheur avec Plume d'éléphant et de succès. Merci Stan. Merci. Pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, il Ouais. y a un proverbe alors, dont on dit qu'il est africain, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Africain, ça doit être d'un pays en particulier, mais je ne sais pas lequel, dont je me servais au début de Plume d'éléphant, qui est un vieillard qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Mm. Et voilà, donc c'est une des motivations pour faire ce travail-là. Je ne sais pas si c'est zambien ou si ça vient d'un autre pays, ce Je pense pas que ce soi-disant soit proverbe zambien. africain. Ouais, bah, il y en a pas mal des proverbes africains comme ça. Mais tu vois, c'est rigolo, là où j'habite, il y a un monsieur qui s'appelle Adrian Carr, qui a eu une vie absolument extraordinaire. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire il y a quelques semaines, parce qu'il est vieux maintenant, il va mourir, et c'est une bibliothèque d'informations sur tout ce qui s'est passé depuis 80 ans en Zambie. C'est incroyable. Et je lui dis, mais Adrian, est-ce que tu voudrais bien, est-ce que tu accepterais que je m'assieds avec toi et j'enregistre tes histoires? Parce que là, toutes ces histoires-là, un jour, elles vont partir, elles vont mourir. Tu n'as pas pris le temps de prendre ta plume, etc. Et je ne sais pas du tout ce que je pourrais en faire et tout. Mais bref. Et tu vois, il disait, je me rends bien compte qu'il faut que j'écrive tout ça. Je ne suis pas très à l'aise avec la caméra ou l'audio, mais je me rends bien compte qu'il faut que j'écrive tout ça. Bon, bref. Voilà, une petite touche finale pour dire, n'attendez pas que ce soit la fin pour écrire les histoires. Voilà. Exact. Merci, Merci Raph. mille fois, Stan, pour ton temps. Et c'était vraiment un immense plaisir pour moi de te donner la parole. Je suis touché. Alors, attends, j'ai